Merci de votre fidélité à la rédaction de la chaîne du Bassin du Gogo et particulièrement à cette édition hebdomadaire. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 45 minutes d'informations en rétrospectif. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'élection aux États-Unis avec l'élection de Joe Biden, président des États-Unis, à l'issue d'un processus électoral qui a tenu en haleine le monde entier, qui avait des yeux braqués sur la plus grande puissance du monde, j'ai cité les États-Unis. Nous parlerons également de la journée nationale de l'arbre célébré sur l'ensemble du territoire national avec des actions de planting d'arbres, sans oublier la 20e session du concours d'agrégation du CAMES. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Je vous le disais en titre, l'actualité internationale reste et restera dominée par l'élection aux États-Unis, comme vous le voyez, du candidat démocrate Joe Biden qui a été déclaré samedi vainqueur de l'élection présidentielle, battant ainsi le président sortant Donald Trump, candidat du Parti républicain. Joe Biden, 77 ans, a obtenu plus de 270 grands électeurs, le minimum requis pour remporter la présidence américaine. Sa colistière, la sénatrice californienne Kamala Harris, deviendra la première femme à occuper les fonctions de la vice-présidente des États-Unis. 20e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, endoscomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES. Les travaux ont été ouverts au Palais des Congrès. 287 candidats participent à ce concours, dont 19 Congolais. Plus de détails dans ce reportage de Morel Mabélé et Bien-Aimé Kandé. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a pris quartier à Brazzaville pour une durée d'une semaine. Cette institution africaine qui a pour mission de promouvoir et favoriser la compréhension et la solidarité entre les États membres, rassembler et diffuser tout document universitaire ou de recherche est dans la capitale congolaise pour le concours d'agrégation de médecine le 20e du genre. Le recteur de l'université Marien Ngouabi, le professeur Jean-Rosé Ibarra, dans son speech de circonstance, a remercié les initiateurs de ce projet d'intégration et de développement régional, car la formation des ressources humaines de qualité est le premier levier du développement d'un pays. Aussi, voudrais-je, au seuil de cette 20e session, rendre un hommage aux pionniers du concours, enseignants émérites, qui ont ouvert la voie à ce mode d'évaluation de l'excellence en médecine. Bien évidemment, le portrait des généraux de la médecine se décline dans chacun des pays membres du CAMES sous la forme d'une généalogie d'hommes dignes qui font l'orgueil et la fierté des praticiens de la science et du noble art de la médecine. 287 candidats prennent part au 20e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES. La République du Congo compte 19 candidats. Le jury est composé de 112 membres. Le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bati, a encouragé les membres du jury à examiner les travaux soumis à leur sagacité, en tenant compte de l'éthique, et aux candidats de ne pas prendre les membres du jury pour les bourreaux. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Henri Ndiombo, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, a patronné cette cérémonie. C'est pour la 3e fois que le Congo abrite cet événement scientifique. Le Congo a célébré cette semaine la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée instituée en 2013 par les Nations Unies en mémoire de Claude Verlan et Ghislaine Dupont, deux journalistes français de Radio France Internationale, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali en plein exercice de leur métier. Quelques journalistes congolais abordés à l'occasion à cette édition prônent l'unité de la corporation pour mener à bien ce combat. Le point dans ce reportage de Léonie Toumon et Chanel Kifouni. C'est une journée de tristesse et de regret au regard des exactions, violences et crimes en tout genre dont sont victimes les professionnels des médias chaque année à travers le monde et notamment en République du Congo.
Le 2 novembre a été consacré à la suite du décès de Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI comme une journée de prise de conscience par les journalistes face aux crimes commis contre eux et qui jusqu'ici restent impunis la plupart des temps. C'est une journée également qui appelle chaque professionnel de médias à prendre conscience d'abord de l'existence de cette journée, de l'importance de cette journée, que nous-mêmes qui sommes victimes de ces différentes formes d'agression, que nous puissions prendre conscience de l'existence de cette journée afin que nous puissions nous lever comme un seul homme pour dénoncer ou combattre toutes différentes formes d'agression dont nous sommes victimes. C'est une occasion pour nous de marquer notre solidarité vis-à-vis des confrères à travers le monde qui ont perdu leur vie en faisant cette profession que nous avons choisie. Une journée de prise de conscience, oui, mais certains journalistes subissent en silence, y compris au Congo, du fait souvent de la faiblesse de la loi. Si un crime commis, une violation de droit est perpétrée contre un journaliste ou son organe et que le silence règne, c'est très certainement qu'il y a une raison pour que ce silence-là soit. Le journaliste de lui-même ne peut pas décider que j'ai été violenté, j'ai été tabassé, on m'a ravi mon micro, on m'a fermé mon journal et puis voilà, je reste silencieux. C'est donc que la faiblesse de la loi n'a pas permis aux journalistes de se dire si je me tourne vers la loi, je serai protégé, je serai défendu. Des professionnels des médias congolais affirment mener à bien ce combat dans l'unité. Nous devons peut-être, je ne sais pas, chercher à être un peu ensemble, que cela ne soit pas seulement un problème qui regarde le journaliste qui a été victime ou l'organe, mais quand un journaliste est agressé, que cela soit vraiment un combat de toute la corporation. Nous, les juristes, ne sommes pas unis, effectivement, on va mentionner, il faut que nous soyons unis. Voilà pourquoi on a créé une association qui regroupe tous les journalistes pour que nous puissions gagner ce combat-là. Si nous ne sommes pas unis, ça serait difficile. Soyons unis tous pour que nous puissions faire notre travail normalement, selon les règles de l'art, pour qu'on puisse gagner cela. L'organe de régulation des médias est ici interpellé par les journalistes. Au Conseil supérieur à la liberté de communication, qu'il ne soit pas visible seulement quand nous sommes à l'approche d'élections, parce que la vie du journaliste, de leurs organes, n'est pas, organes de presse, n'est pas seulement mise en danger à la veille d'une élection capitale où il y a une opposition, une majorité, où il y a un pour, un non, etc. Nous sommes aux aguets, nous sommes guettés aussi par les risques de notre métier et à tout instant de la vie. Instituée en 2013 par les Nations Unies, la journée de la fin de l'impunité pour des crimes commis contre les journalistes commémore l'assassinat au Mali le 2 novembre 2013 de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes français de RFI, alors qu'ils étaient en plein exercice de leur métier. Selon Reporters sans frontières, rien que pour cette année, 32 journalistes et collaborateurs sont déjà tués à travers le monde, alors que l'année court encore. Rendons-nous à Mokeko. Nous sommes là dans le département de la Songa qui vient d'être doté d'un point de vente de la Société Énergie électrique du Congo. Ce point de vente permettra aux clients de la Société Énergie électrique du Congo de cette sous-préfecture de payer non seulement leurs factures d'électricité, mais aussi de faire parvenir leurs réclamations dans le délai. Retour sur cette cérémonie de mise en service de ce point de vente avec Christian Armel Zinamiko. Je disais tout à l'heure que la sous-préfecture de Mokeko, dans le département de la Songa, vient d'être dotée d'un point de vente de la Société Énergie électrique du Congo. Ce point de vente permettra aux clients de la Société Énergie électrique du Congo, de cette sous-préfecture dans le département de la Songa, de payer non seulement leurs factures, mais aussi de faire parvenir leurs doléances dans le délai au sein de cette société. Retour sur cette cérémonie de mise en service de ce local avec Armel Christian Zingameko.
C'est visiblement avec joie que ces clients d'énergie électrique du Congo, de Mokeko de la Songa, s'acquittent du paiement de leur quittance de consommation. Eux qui parcouraient il y a quelques jours 15 km à l'aller et 15 au retour pour se rendre à Ouesso et effectuer cette formalité, ne cachent pas leur ouf de soulagement d'avoir un point de vente qui leur est entièrement dédié. Tout Mokeko, on est satisfait parce que c'est étrange pour nous, on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, là, on est vraiment satisfait parce qu'on ne peut plus déplacer pour aller à Mokeko, à Ouesso. Maintenant, vraiment, on va payer sur place ici, on n'aura plus de déplacement parce qu'auparavant, on faisait beaucoup de dépenses. Ce point de vente, ouvert officiellement à Mokeko, est construit en matériaux locaux, briques rouges stabilisées revêtues d'une toiture en tuiles. Ce bâtiment de 8,90 m sur 7 comprend 3 bureaux, dont un servant pour la réception de la clientèle, un autre servant de caisse et le dernier pour les responsables technico-commerciaux. Une touche de modernité qui ne laisse pas indifférent le maire de Mokeko. Depuis août 2016, moment de connexion de nos bureaux et domiciles, le courant électrique est resté stable et de bonne qualité, d'où l'amélioration des conditions dans plusieurs secteurs de la vie et l'éclosion de différentes activités génératrices de revenus. Dans le cadre du patrimoine immobilier, la société Énergie électrique du Congo vient d'ajouter à la ville de Mokeko un bâtiment de type moderne. Cet investissement de Caressé va gérer près de 712 ménages et obéit à la politique de proximité de la société. Il s'inscrit dans la droite ligne des initiatives du conseil d'administration de répondre aux attentes de la clientèle, aux besoins de l'économie nationale et maintenir un niveau d'activité susceptible de satisfaire la demande en énergie électrique. Aujourd'hui, nous sommes à Mokeko, comme vous l'avez constaté. Mokeko est à 15 km de Ouesso. Donc les populations doivent se déplacer sur 15 km pour aller payer les factures. Je trouvais que c'était aberrant. Il fallait tout faire pour que, à Mokeko, on puisse trouver ce terrain et construire ce bâtiment modeste afin que tous leurs problèmes puissent être réglés sur place ici à Mokeko. Satisfaction non feinte du premier citoyen de la Songa qui a loué l'initiative. Le gouvernement de la République, à travers le conseil d'administration, est en train de répondre progressivement aux préoccupations qui sont les miennes et par moi les préoccupations de la population. En apprenant la réalisation de cet ouvrage qui devra servir à rapprocher le point de vente, le point de réclamation des populations de cette partie du département, ça a été une grande joie pour le premier citoyen de ce département que je suis. Avant Mokeko, plusieurs points de vente ont été ouverts à travers la République. Vous l'avez certainement constaté ces derniers temps ici à Brazzaville, mais également à Pointe-Noire, des coupures ou la fréquence des coupures d'électricité accrue, causant ainsi des multiples désagréments aux habitants de ces deux grandes villes, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire. Le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Danga Adou, revient sur les causes de ces délestages et interruptions de courant électrique dans cette interview que nous propose Armel Christian Zingamiko. Nous passons des moments un peu difficiles sur notre réseau interconnecté. Nous avons des perturbations sur des réseaux qui ont pratiquement trois origines. La première origine, c'est au niveau de la centrale thermique de la CEC à Pointe-Noire, qui est gérée par cette société. C'est la centrale mère, parce qu'elle produit autour de 300 MW. Donc c'est cette centrale qui conduit pratiquement notre réseau national. Et entre deux groupes, le G1, le G2, il y a un équipement qui contrôle la communication entre les deux groupes. Et cet équipement est défaillant ces jours-ci. Ce qui entraîne à un moment donné les arrêts brusques de ces groupes. Et quand il y a l'arrêt brusque, ça veut dire qu'il y a perte de puissance dans le réseau et où nos deux centrales, celle de Mokukulu et celle de Imbulu, se retrouvent en régime surcharge.
et ça coupe. Et automatiquement, nous rentrons en blackout. L'autre cause, c'est qu'en ce moment, nous avons aussi des perturbations de Kinshasa, de la RDC, parce que nous sommes en interconnexion. Là-bas aussi, il y a des perturbations. Quand nous constatons que la fréquence commence à baisser, automatiquement, il faut ouvrir certains départs pour tenter d'avoir l'équilibre du réseau, sinon on s'écroule également. Et comme nous avons commencé la saison des pluies, il y a certaines zones où, quand la foudre tombe, peut tomber sur la ligne, et ça crée une surtension, et cette surtension entraîne également l'ouverture des disjoncteurs au niveau des postes sources, et ça peut aussi nous amener à un blackout. Donc voilà un peu les raisons. En ce qui nous concerne, les foudres qui tombent sur la ligne et autres, ça c'est notre métier. Nous sommes en train de s'atteler à régler ce problème, notamment en renforçant les terres. Le marché Château d'eau Ngangonu dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele, dans un état de dégradation avancée. Les vendeurs qui exercent dans ce marché dans des conditions un peu plus déplorables plaident pour la reconstruction de ce marché. Le point dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba. À vue d'œil, l'on dira que c'est un marché non réglementé. Erreur. Il est plutôt un marché domanial listé dans le registre du premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele. Le marché Château d'eau Ngangonu est l'ombre de lui-même. Vieux de plus de 3 décennies, le marché Château d'eau Ngangonu offre des conditions inconfortables aux vendeurs et acheteurs. Tables en mauvais état dans la plupart des rayons. Il est difficile de circuler. La toiture a la même taille avec les vendeurs, y compris les clients qui viennent pour les échanges. Virginie Maoukou est présidente du comité du marché. Elle est consciente de cette triste réalité qui n'honore pas les vendeurs et les acheteurs. Ce marché n'est plus bien. Il soigne. Il meurt à petit feu. Nous demandons à l'État de nous le reconstruire. Les régisseurs passent à tout moment. Ils ne disent rien. Ils promettent transmettre nos doléances aux autorités, toujours sans suite. Son état a même occasionné le déplacement de certains occupants des étals qui ont préféré les alentours du marché. Nous ici, le marché ne reprend plus. Les gens préfèrent vendre en dehors que dans le marché. Nous souhaitons que ce marché soit reconstruit pour que les gens reviennent. Les tables sont cassées et les bandits profitent de cette situation pour voler les planches. On ne peut pas continuer dans cet état. Toiture sous le point de céder, tables cassées, les occupants squattent les étals restants, question d'exercer leurs échanges. Les conditions inconfortables, visibles dans ce marché, sont bel et bien signalées aux régisseurs. Malheureusement, aucune suite favorable n'est revenue auprès des vendeurs. Des promesses de sa réhabilitation sont faites à l'approche de certains scrutins. Une fois passé, le projet tombe à l'eau. Le souhait des vendeurs est que les autorités fassent une descente pour toucher du doigt les conditions de vente de ces occupants qui payent régulièrement les taxes auprès des régisseurs. En cas de pluie, les occupants font avec, tout le marché, ont-elles dit, s'inonde. Ceux qui viennent pour les achats pataugent dans la boue. Journalistes sans crainte ni complaisance et impunité des crimes commis contre les journalistes sont là les deux exposés présentés à l'occasion de la double célébration en différé du fait de la pandémie du Covid-19 et de la journée internationale de la liberté de la presse et de la journée internationale de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. L'on retiendra essentiellement de ces deux communications que la protection des journalistes est un impératif que chaque pays doit respecter. Au cours de cette dernière décennie, près de 900 journalistes ont été assassinés à travers le monde. Everne Tikasoba, Bernida Sitou et Jorin Sikumba.
Le 2 novembre de chaque année, le monde des médias célèbre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée instituée par l'Organisation des Nations Unies le 2 novembre 2013 en mémoire de Claude Verlan et Ghislaine Dupont, 2 journalistes français assassinés dans l'exercice de leur métier. À Brazzaville, ce mardi 3 novembre, le Conseil supérieur de la liberté de communication, en partenariat avec la représentation de l'UNESCO au Congo, a organisé une journée scientifique. Journée au cours de laquelle les professionnels des médias ont échangé sur 2 thèmes, à savoir les métiers du journaliste sans crainte ni complaisance et impunité et crimes commis contre les journalistes. Des thèmes riches en enseignement dans la mesure où les différents exposants ont énuméré des mots qui minent les métiers du journalisme. Les mauvaises pratiques dont sont victimes les journalistes en République du Congo, le manque de moyens financiers conséquents pour mieux couvrir les événements. C'est dans cette perspective que André Barry, directeur de publication du journal panafricain, déclare que la presse congolaise doit se doter des atouts pour agir, et ce, avec l'appui des pouvoirs publics. Nous avons appris le métier, nous continuons à faire notre métier à nous. Bon, si les dirigeants pensent qu'ils doivent changer les choses telles que nous les voulons, ils les feront. Nous n'allons pas mettre le feu derrière pour dire que non, nous voulons les changements. Les changements, c'est eux à eux. Nous avons là 2 camps. Il y a les journalistes et il y a le pouvoir. Si le pouvoir trouve qu'ils peuvent changer les choses telles que nous les voulons, tel que c'est fait à travers le monde, ils les feront. Par ailleurs, Joachim Banza, membre du Conseil supérieur de la liberté de communication, exhorte les professionnels des médias à un sursaut d'orgueil dans l'exercice de leur métier. Selon lui, tout journaliste, pour sa crédibilité, devrait se procurer la carte de presse. On dénombre 900 journalistes assassinés à travers le monde jusqu'à ce jour. Des chiffres alarmants que déplore André Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, dans son message lu par Fatoumata Mariga, représentante de l'UNESCO au Congo. 2020 par Reporters sans frontières. Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a saisi cette opportunité pour rappeler aux professionnels de métier, des médias, leurs droits et devoirs à quelques mois de l'élection présidentielle ici au Congo. Philippe Mvo est au micro d'Evran Tikasumba. Cette indépendance ne peut répondre de sa véritable définition tant que la liberté de la presse, la liberté des journalistes et des professionnels des médias n'épousera pas l'évidence de la vérité fondamentale de ce métier qui relève du service public. C'est ce service public qui fait sa noblesse, mais un service public qui exige une bonne pratique pour éviter les risques de dérapage aux conséquences souvent néfastes. Oui, parce que le journalisme, c'est du concret. Le journalisme, c'est du vécu. Le journalisme, c'est des faits. Ce n'est pas de la spéculation intellectuelle. Ce n'est pas de la dissertation écolière. Ce n'est pas une quête perpétuelle du sensationnel. Une atteinte volontaire et consciente à la vie privée des autres. Un instrument de provocation, de chantage, d'injure, de manipulation et de blasphème. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Soumaïla Mama, un Béninois. Pendant ce temps, les habitants de Sibiti, nous sommes là dans le département de la Likwala, ne veulent plus mettre les masques de protection censés les protéger contre la Covid-19, comme vous allez le voir dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba, Donald de Goma et Aurélien Zengi. Nous sommes à Sibiti, dans le département de l'Alekoumou. Ici, comme dans certaines localités de la République, nous avons constaté un relâchement dans l'application des mesures barrières, notamment dans le port obligatoire de la bavette. Pour certains, la fatigue serait la cause. On a des bavettes, mais sauf qu'il y a ceux qui ont beaucoup porté, et puis donc il y a ceux qui ont eu la fatigue. Par rapport à depuis on a commencé à porter la bavette, et puis donc ça a donné la fatigue aux gens. Il y a ceux qui ont abandonné la bavette. Pour d'autres, par contre, la bavette n'est plus d'actualité. Pour ce jeune homme, par exemple, la bavette est plus utilisée comme une pochette que comme un cache-nez. Dans ce département de la Lekoumou, il n'y a pas de preuves qui démontrent que la maladie existe. Voilà pourquoi, au lieu que nous puissions nous étouffer avec ces masques, on préfère laisser tomber. Le pessimisme taraude toujours les esprits
de certaines personnes. Quand la maladie a commencé avant, certains portaient les bavettes parce que tous on se disait que réellement il y avait la maladie. Mais après on a fini par comprendre qu'il n'y avait pas la maladie. La raison pour laquelle nous ne portons pas de bavettes. Et apparemment ça nous étouffe, quelque chose comme ça. Notre reporter a aussi aperçu cette demoiselle sans bavette. Et lorsqu'il lui pose la question, écoutez la réponse. Pourquoi votre bavette n'est pas montée correctement? Ça me donne l'étouffement. L'unique conseil, c'est de revenir aux normes, à ce qui est établi, ce qui est dit. Ce qui fait que nous puissions enlever la bavette, qu'on écarte la bavette. Nous devrons donc nous conformer, avoir toujours avec nous la bavette, parce que c'est l'unique moyen de se protéger. Après les populations, notre reporter s'est rendu chez l'adjoint au maire de la ville de Sibiti, qui a reconnu que le relâchement est une évidence. Bien, le constat que vous faites, il est avéré. Il y a un relâchement qui ne dit pas son nom dans la population, dans ce qui est le port obligatoire et conforme du masque de protection. Mais ce n'est pas faute de sensibiliser. Nous avons comme seule et unique arme contre cet ennemi invisible et redoutable le respect strict des mesures barrières. Et ça ne passe que par la sensibilisation, tous azimuts. Comme en Kayi, à Sibiti aussi, le port de la bavette ne semble plus être d'actualité. L'examen du 12e rapport de la Task Force ainsi que les recommandations de la coordination nationale au centre de la réunion, de la 12e réunion de la coordination nationale de la lutte contre la Covid-19. Le point dans ce reportage. Pour cette 12e réunion de la coordination nationale du Covid-19, 2 points essentiels ont meublé le menu de la rencontre, à savoir l'examen du 12e rapport de la Task Force et les recommandations de la coordination nationale. En ce qui concerne le premier point et pour les 4 mois de montée en puissance de l'épidémie, la coordination s'est satisfaite du nombre croissant des personnes guéries. Toutefois, sonne la sonnette d'alarme en ce qui concerne en disant que le Congo n'est pas à l'abri de la maladie. Dans le même temps, elle déplore le relâchement observé et invite les populations à s'armer des mesures barrières. Morceau choisi du compte rendu de cette réunion sur le volet aide sociale. À la fin du mois d'octobre 2020, il n'y avait, selon les données du ministère en charge de la Santé, plus que 407 cas actifs de Covid-19 dans notre pays, dont 296 traités à domicile. Plus globalement, les grandes tendances de l'épidémie depuis son apparition en mars 2020 demeurent les mêmes. Ainsi, les personnes se trouvant dans la tranche d'âge de 30-35 ans sont les plus contaminées, soit 833 sur un total de 5348. De façon plus générale, ce sont les adultes de 25 à 60 ans qui ont été les plus contaminés. 4451 sur 5348, soit 83,2%, avec un taux de positivité par tranche d'âge au-dessus de 6%. Dans le but de permettre au gouvernement de bien poursuivre le combat, une série de mesures a été adoptée au cours de cette réunion. Les actifs dont la coordination nationale s'est penchée sur la situation sont ceux qui exerçaient une activité générant un revenu dans les secteurs dits formels et informels avant la survenue de la pandémie. Ce sont plus d'1 million de personnes qui ont perdu une partie ou tout leur revenu pendant la période de confinement. Les moyens financiers à mobiliser étant trop importants par rapport aux ressources publiques disponibles, la coordination propose que l'effort financier éventuel porte principalement sur la compensation des salaires des employés qui avaient été mis au chômage technique pendant le confinement. Suivant les données du ministère en charge du travail, 4 451 salariés employés par 106 entreprises sont concernés pour un coût total d'environ 1,5 milliard de francs CFA. La coordination nationale suggère également que cette somme soit versée aux entreprises par débit du compte du Fonds national de solidarité.
Les entreprises listées se chargeront de payer les salariés concernés. Il faut dire que cette réunion a aussi décidé de la reconduction d'un certain nombre de recommandations, dont la prorogation de l'état d'urgence pour une nouvelle période de 20 jours à compter du 7 novembre, ainsi que le maintien du couvre-feu de 23h à 5h du matin à Brazzaville et à Pointe-Noire. La Fédération congolaise de judo tiendra son assemblée générale élective le 27 novembre prochain ici à Brazzaville. Au nombre de candidats figure le président de l'association sportive Tosa Obika qui a fait acte de candidature cette semaine. Donald de Goma. Quelques dirigeants de clubs de judo avaient tant réclamé sa candidature à la présidence de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Ce jeudi, c'est chose faite. Le candidat Francis Atta a finalement répondu aux attentes des judokas en faisant acte de candidature. À la direction générale des sports, Francis Atta était accompagné de quelques grands maîtres appelés en jargon du judo sensei. Ces derniers sont venus soutenir la candidature du président de l'association sportive Tosa Obika. J'ai été délégué par le grand maître, le Chan, maître Makaya, qui est un peu fatigué, empêché, qui m'a délégué le pouvoir de venir accompagner notre fils pour le dépôt de sa candidature à la présidence de la fédération. Parce que c'est l'homme que nous avons jugé apte pour prendre le relais à l'alternance de la fédération, compte tenu des divergences qui persistent depuis longtemps pour cette fédération. Nous espérons que c'est le candidat qui va faire l'unité pour le judo. Il va faire l'unité de tous les judokas, parce que nous parlons judo du Congolais. Nous n'allons pas parler du judo du nord, du sud, ou de l'est ou de l'ouest. La tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de judo est prévue pour le vendredi 27 novembre prochain au salon VIP du Stade Alphonse Massamba Débat. Planter les arbres pour lutter contre les érosions, mais aussi les glissements de terrain malgré la Covid-19. C'est sous ce thème que la communauté nationale a célébré la journée nationale de l'arbre. Le site choisi, l'université Denis Sassou Nguesso, en prend aux érosions pour stabiliser son sol. Le point dans ce reportage de Gertrude Gomabayi et Henri Mavambe. Après le mot de circonstance de François Monkessi, coordonnateur par intérim du PRONAR, Programme national d'afforestation et de reboisement, Pierre Ngolo a procédé au dévoilement de la plaque inaugurale de la 34e journée nationale de l'arbre. Après avoir suivi la méthodologie de planting, le président du Sénat, au nom du président de la République, a donné le top. C'est la deuxième année consécutive que l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé est le site officiel pour le planting. Ce qui réjouit Bruno Jean-Richard Itoa, ministre de l'Enseignement supérieur. Planter des arbres de tout genre est l'affaire de tous. Les sourds-muets n'ont pas dérogé à la règle. Ils étaient présents. Ils ont accompli le geste salvateur selon eux pour l'homme et la nature. Tous les sourds sont là. Vous les voyez bien, on a compris, on est très content parce que nous avons planté l'arbre. Donc l'arbre nous permet, par exemple, quand il, pour s'abriter et puis pour le changement climatique. Donc nous sommes très contents. Pour cette 34e journée nationale de l'arbre, la superficie retenue pour le planting est de 5 hectares. Les 1512 espèces plantées sont constituées d'Eucalyptus urophylla et Eucalyptus grandis, issus. Après le mot de circonstance de François Monkessi, coordonnateur par intérim du PRONAR, Programme national d'afforestation et de reboisement, Pierre Ngolo a procédé au dévoilement de la plaque inaugurale de la 34e journée nationale de l'arbre. Les ambassadeurs accrédités au Congo, notamment celui des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne, ont aussi accompli cet acte. Suivez-les. Nous travaillons beaucoup avec la ministre de l'Environnement, avec le ministre de l'Économie forestière, dans le nord du pays, en quelque part, en Ozala et au Nouvelle-Ndoki.
Et vraiment, c'est parmi les investissements du gouvernement des États-Unis le plus grand ici au Congo. C'est un partenariat très important pour nous, entre nous et le Congo, et c'est quelque chose que nous allons continuer. L'Union européenne est très engagée donc, dans le domaine des forêts, justement, puisque, comme vous savez, donc, nous soutenons le dispositif APV FLECT, qui est un dispositif de gouvernance pour améliorer la traçabilité du bois. Et donc nous travaillons, nous avons un dialogue politique très soutenu avec Madame la ministre de l'économie forestière. Donc, le processus est déjà très avancé au Congo. Ça veut dire le bois avec traçabilité qui va jouer un rôle très important évidemment pour l'économie du pays et pour la diversification de l'économie. Il y a une attention très particulière pour les peuples autochtones, pour aussi leur donner des alternatives au mode traditionnel et pour préserver aussi leur mode traditionnel. Hein. Donc, et aussi en matière de santé, d'éducation, donc nous investissons beaucoup et nous allons le faire encore davantage à l'avenir. Le village Tsou, dans le district de Gamboma, dans le département des Plateaux, vient d'être connecté au réseau national électrique. Le lancement officiel de ce réseau a eu lieu en présence de Armel Christian Zingamiko. Après la sous-préfecture de Sembe dans la Songa, c'est au village Tsou 1 et Tsou 2, de la sous-préfecture de Gamboma, de bénéficier de l'électricité. Ces villages ont été connectés au réseau électrique Zimbulu à partir du poste très haute tension de Gamboma. Pour y parvenir, il a donc fallu, entre autres, se procurer d'un transformateur de puissance de 400 kVA, d'un disjoncteur de 1000 A, de 8 km de câbles électriques, de 90 poteaux en bois et de 25 lampes d'éclairage public. Le notable chef du village de Tsou n'a pas manqué, dans son mot de circonstance, de remercier les autorités de la République et le directeur général d'énergie électrique du Congo pour l'électrification de sa contrée. Ce tout en promettant et exhortant les populations à veiller jalousement sur ces installations. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien d'un ressortissant de Tsou. Il obéit aux directives des autorités politico-administratives. Aujourd'hui, nous procédons à la mise en service du réseau électrique des villages Tsou 1 et Tsou 2 afin de permettre aux populations de bénéficier de cette denrée combien importante, d'une part, et de répondre aux directives du président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, sur la desserte en électricité de l'arrière-pays et contribuer ainsi à améliorer le taux d'accès à l'électricité d'autre part. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, notre société Énergie électrique du Congo a bénéficié de l'assistance combien importante d'un ressortissant de la localité, en la personne de M. Michel Nzobala, ici présent, qui a mis à notre disposition le bâtiment abritant le poste, un transformateur de puissance, quelques supports en bois et du câble électrique. Sans son apport, ce projet n'aurait pas vu le jour. Cette initiative a reçu l'assentiment des fils et filles de Tsou, ainsi que des ressortissants de Gamboma. Les habitants de Tsou, dans le district de Gamboma, que vous venez de suivre dans ce reportage de Christian Armel Zingameko, savourent déjà les bienfaits de l'électricité. L'électricité qui suscite déjà des initiatives dans cette localité du département des Plateaux. L'énergie, source de développement pour les communautés. Le village Tsou n'en a jamais bénéficié depuis sa création. Les habitants s'éclairaient à la lampe à pétrole, les plus nantis utilisaient les groupes électrogènes. La venue de l'électricité est salutaire pour ces populations longtemps restées dans l'obscurité, qui n'ont pu s'empêcher de sortir la nuit pour manifester leur joie. Nous sommes très contents et de ce quoi on peut dire qu'il n'y a plus la différence entre Tsou et Brazzaville. Parce que là on peut rester jusqu'à même à X heures. Parce qu'avant, on était dans le noir. Dès 18h à 17h, on est
dans des maisons. C'est vraiment un honneur que nous avons le courant, parce que quand nous avons le courant comme ça va attirer beaucoup de choses au village. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, et aujourd'hui là, ça va pousser aux jeunes de faire quelque chose dans leur vie. Même son de cloche pour le chef du village Tout, pour qui l'électricité est générateur de développement. Il encourage ainsi les jeunes à se lancer dans le mini-entrepreneuriat. En tout cas, l'électricité doit cesser de devenir un luxe. Elle doit être source de développement. C'est-à-dire qu'avec l'électricité dans notre localité, les jeunes, quiconque peut créer une activité génératrice de revenus. Nous avons par exemple les métiers de la soudure, la menuiserie, la coiffure, tous les métiers connexes qui peuvent apporter de la valeur à l'existence de la jeunesse. Maintenant, là, ça peut freiner l'exode rural. Qu'est-ce qu'un enfant de Nsou irait chercher à Brazzaville quand il a la télévision chez lui? Les cadres et élus de Gamboma ne sont pas restés en marge de cette célébration. Déjà, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu me donner l'opportunité d'exercer à un niveau de responsabilité qui peut me permettre d'aider les autres. Vous avez suivi vous-même pendant la crise liée à la pandémie de la Covid-19, le président a demandé que les élites s'occupent également des autres populations pour essayer de les aider. Je voudrais également remercier le DG de Énergie électrique du Congo qui a vraiment soutenu ce projet. À présent que l'énergie électrique est disponible, la balle est dans le camp des habitants, natifs et ressortissants de Tout et ses environnants, de valoriser leur contrée en y développant des projets et activités générateurs de revenus susceptibles d'y impulser le développement. Parlons justement de l'électricité. Les habitants du quartier Mikalou dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï et notamment dans la zone de Liputana Talo, ils sont dans le noir à cause du transformateur qui a été endommagé. Dans ce reportage de Arnaud Tsikasumba, il plaide pour le rétablissement de l'électricité dans ce quartier. Nous sommes au croisement de la rue Nzunga et l'avenue Liputana Tolo dans le 6e arrondissement Talangaï. Ici se trouve le local du transformateur électrique qui desserte le quartier Mikalou. L'on se souvient, il y a plus de 3 semaines, ce transformateur avait pris feu. Depuis lors, le quartier demeure sans électricité. Aux dernières nouvelles, le transformateur a été récupéré par les techniciens de la société Énergie électrique du Congo pour réparation. Ce qui suscite une lueur d'espoir aux populations de Mikalou. Nous ne pouvons que aspirer, parce que d'habitude quand ça se passe comme ça, on vient toujours retirer le transfo. Et quand le transfo est retiré, bien quelques jours après, on reste toujours dans l'obscurité, mais avec l'espoir que le nouveau transfo où la réparation sera faite dans un épreuve de lait et nous retrouverons l'électricité comme d'habitude. Alors nous, le maire en patience, oui, de faire le plus tôt possible pour que dans 2 ou 3 jours, nous ayons l'électricité. Quoique l'espoir est permis, entre-temps, cette situation leur met dans l'insécurité. Puisque le mieux, c'est le concret, c'est-à-dire le rétablissement de l'électricité dans le quartier. Il y a les voyous qui ont tout de circuler chaque soir ici, on ne sait jamais. On peut arrêter d'un milieu que ça ne permette pas, on te ravit les choses, ça ne peut pas permettre. Donc on a besoin d'électricité, il y a les moments que tout de souffrir. Notre tour était là, c'était pour la réparation. Nous on veut, c'est bien. On veut voir. Nous avons les trucs qui sont de pourris dans les congélateurs, nous avons l'eau, nous avons beaucoup de trucs. Donc nous, on veut seulement qu'on nous remette notre transfo. L'électricité, facteur de développement, les populations de Mikalou attendent toujours qu'elle soit rétablie au plus vite possible. Les réseaux de journalistes et communicateurs pour la promotion et l'émulation des citoyens viennent d'honorer plus d'une vingtaine de cadres de la République œuvrant dans les différents départements ministériels. La cérémonie relative s'est déroulée à l'hôtel de ville de Brazzaville en présence de Irma Okonziou et Gervin Boka.
28 lauréats œuvrant dans les différents départements ministériels ont été honorés par le réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation du citoyen pour le travail abattu selon leur secteur d'activité. C'est le président de ce réseau, Roston Sameton Ondendendassia, accompagné des membres du bureau qui ont procédé à la remise de ces diplômes. Pour Roston Sameton Ondendendassia, ce réseau a été créé à partir d'une observation, celle de lutter contre les décorations à titre posthume. Ces diplômes remis à ces lauréats ne sont pas le fruit d'un hasard, mais plutôt le mérite de chaque cadre, a-t-il souligné. Parmi ces lauréats, Justin Bambaka et Marie-Odette Itango, respectivement directeur des informations à la DIRTV internationale et directrice de production à Radio Congo, sont fiers de ce sacre. C'est réseau qui a déniché chacun de nous. C'est réseau qui a fait de telle sorte que nous soyons présents ici pour recevoir ce prix qui montre à suffisance le travail que nous abattions au sein de nos entreprises. Ça m'a fait beaucoup plaisir de savoir que les gens regardent ce que nous faisons et je suis très fier de cet honneur que ce réseau a fait à ma modeste personne parce que ce prix vient ajouter un plus sur ce que j'avais déjà obtenu depuis que j'exerce dans ce monde de la communication. À titre de rappel, ce réseau qui œuvre pour la promotion et l'émulation du citoyen a été mis en place en février 2019. Il a pour président d'honneur Vital Bala. Comme je l'ai dit tantôt, et puis pour refermer ce journal hebdomadaire, les femmes du Parti congolais du travail regroupées au sein de l'Organisation des femmes du Congo sont en conclave ici à Brazzaville, ce à la faveur du premier congrès ordinaire de leur organisation. À la clé, la mutation de cette organisation des femmes en une union catégorielle ainsi que les renouvellements des instances de l'Organisation des femmes du Congo. David Martial Mossa. L'Organisation des femmes du Congo, union catégorielle, doit constituer la cheville ouvrière qui fera du Parti congolais du travail le champion dans la résolution des problèmes de femmes. Telle a été l'exhortation du secrétaire général du Parti congolais du travail aux femmes de l'OFC. Ce, à l'ouverture des travaux de la première session ordinaire de l'OFC. Pendant 2 jours, les participantes venues des 12 départements du Congo et de la France vont passer en revue les points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agira pour ces participantes de relever le défi de la transformation de leur organisation en union catégorielle, question de mettre en exergue les recommandations du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail et être en phase avec la loi sur les partis politiques. Ce conclave sera aussi et surtout l'occasion pour les congressistes de renouveler les instances de l'OFC. De la série des allocutions qui ont meublé cette cérémonie d'ouverture, un hommage différent a été rendu à toutes celles qui ont œuvré pour l'émancipation de la femme congolaise. La présidente par intérim de l'OFC a saisi cette occasion pour appeler à l'appui multiforme de la direction politique du parti. La bataille pour l'émancipation de la femme reste d'actualité, a signifié la marraine de l'OFC, Antoinette Sassou Nguesso, dans son message de circonstance délivré par sa directrice de cabinet. Pierre Moussa à l'ouverture des travaux. Je vous invite à saisir l'opportunité qu'offrent les présentes assises pour revisiter, dans un esprit d'initiative et d'innovation, la structure organisationnelle de l'OFC, mettre en place un programme axé sur les problèmes concrets des femmes et doter votre organisation des instances dirigeantes à la hauteur des défis présents et à venir. Il faut dire que les femmes de l'OFC sont debout et rangées derrière le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a rassuré la présidente du comité d'organisation, Esther Ayissou Gayama. Voilà, c'est par cette organisation des femmes du Parti congolais du travail qui sont en conclave ici à Brazzaville que nous refermons ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le week-end prochain pour un autre point de l'actualité de la semaine.